commencer, si vous en êtes toutes et tous d'accord. Le rôle qui m'a imparti, il sera bref. Hein. Nous sommes 4 à la tribune, mais 3 parleront effectivement. Donc, bonsoir à toutes et à tous, tout d'abord. Donc, merci d'avoir répondu positivement à notre invitation publique de participer à cette réunion organisée par notre nouveau comité montreuillois du nouveau parti anticapitaliste révolutionnaire. C'est pour nous un peu le baptême du feu. Donc c'est important, politiquement bien sûr, mais aussi humainement, collectivement. C'est une nouvelle expérience collective qui commence, donc c'est important de le signaler. Donc nous vous remercions à nouveau. Donc vous avez, j'imagine, toutes et tous été interpellés par soit les affiches, soit les flyers qu'on a pu distribuer depuis maintenant une grosse dizaine de jours sur la ville. Donc notre parti a décidé de se présenter aux élections européennes du 9 juin, pas tant par électoralisme ni par, même si nous sommes ambitieux, mais nous sommes aussi des révolutionnaires réalistes, des marxistes réalistes, donc c'est pas tant l'appétit d'obtenir une quinzaine d'élus au Parlement européen. Par contre, nous considérons que cette élection, mes camarades vont le développer, rassurez-vous, de façon nettement plus détaillée que je ne le fais, de se présenter. C'est une tribune pour les travailleuses et les travailleurs pour faire entendre leur voix, leurs revendications. C'est une liste qui dit non à beaucoup de choses, mais non à la guerre, non à l'impérialisme, non au colonialisme, qu'il soit israélien, américain ou français, hein, en Kanaki par exemple. Sur la Palestine, nous en dirons plus que 2 mots. C'est une liste, comme son nom de baptême l'indique, qui prône un monde sans frontières. On développera bien évidemment aussi ce que ça signifie, mais c'est relativement clair, mais on va un petit peu creuser quand même. Et aussi sans patron. Parti anticapitaliste, donc a priori, effectivement, le patronat est notre adversaire principal et secondaire. Mais c'est aussi une liste qui dit urgence, révolution. Car effectivement, nous pensons que seule la révolution permettra, on va échanger tout à l'heure sur ce que nous mettons dans ce terme, mais seule la révolution nous permettra collectivement et individuellement de parvenir à effectivement une société égalitaire, socialiste, communiste, dans un avenir, mais pas en l'an 6000, ni sur la planète Mars, mais demain au sens technique du terme. C'est une liste qui est composée, contrairement aux autres listes, hein, vous avez à Montreuil, il y a des panneaux, vous avez sans doute vu, ça nous a coûté beaucoup d'énergie de coller nos affiches, mais c'est aussi la loi du genre. 37 listes, dont beaucoup, vous ne les verrez qu'à la télévision, mais sur celles que vous voyez à la télévision, sur les plateaux, vous ne voyez pas nos 2 camarades tête de liste, hein, Elsa et... Pardon, Elsa. Selma, Elsa, elle est ici, c'est pour ça, désolé pour le lapsus, mais elle est... Donc nos camarades Selma et Gaël, qui sont effectivement des travailleurs et des travailleuses, 81 personnes, nous n'avons pas d'énarques sur notre liste, etc., etc., donc je ne développe pas. Donc ce soir, c'est comme je le disais, notre première réunion, mais c'est l'occasion, nous profitons aussi des élections pour lancer une activité politique révolutionnaire sur la ville. Et donc ce soir interviendront dans l'ordre tout d'abord mon voisin, donc Santiago qui est enseignant, puis Elsa, donc, qui est une travailleuse dans l'associatif, et notre camarade qui vient d'un peu plus loin que de Montreuil et d'Ivry, hein, qui vient de Lille, qui est donc cheminot à Lille, et comme d'autres, comme Santiago, moi-même, donc participons à la direction nationale du nouveau parti anticapitaliste révolutionnaire. Voilà, donc la parole est à eux. Donc le déroulé, c'est pour que ça puissiez vous projeter dans le temps, hein, si vous avez des impératifs ou des préférences. Donc 2 introductions de 10 minutes chacune sur en gros, la totalité de notre intervention. Et Damien, qui est maintenant un petit peu en habitude, parce qu'il fait le tour de France avec d'autres camarades, hein, pour porter notre parole. Damien donc viendra présenter de façon plus globale notre campagne, mais aussi et surtout notre positionnement. Et enfin, parce que c'est aussi ça quand même qui nous importe, hein, ça ne marche pas de façon descendante, hein, la parole révolutionnaire, c'est bien évidemment un échange
avec les travailleuses et les travailleurs, mais aussi à Montreuil ce soir avec vous, bien évidemment. Donc on souhaite consacrer un temps d'échange, questions-réponses, on verra comment nous organisons. Le seul impératif pour Damien, comme il vient de dire, il va falloir qu'il parte un petit peu éventuellement avant la fin de notre exercice collectif. Par contre, nous, impérativement, nous terminerons collectivement à 21h45, parce qu'il faut que nous rendions la salle après l'avoir un peu rangée à 22h au plus tard. Donc voilà le timing que nous vous proposons. Donc, sans tarder, Santiago, tu as la parole. Merci. Je ne sais pas si ça marche. Ça marche pas. Sinon, c'est sans micro. Ça marche. T'inquiète. Bon. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, il suffisait d'appuyer sur le bouton. Ah, c'est ce qu'il fallait faire. Salut, ouais. Là, ça s'entend bien. Ici. Merci Marino pour la présentation et merci tout le monde qui est venu ce soir à cette réunion. Salut à tous les amis, à tous les collègues et camarades qui sont là présents avec nous. Nous, au comité du MPR révolutionnaire de Montreuil, on est content de faire cette réunion et de militer pour cette campagne électorale et cette liste pour un monde sans frontières ni patron, urgence, révolution. Et on a passé ces derniers jours à faire des tractages, d'affichage, même des tractages sous la pluie, avec beaucoup d'enthousiasme militant. On a pu faire les marchés et différents quartiers de la ville de Montreuil avec l'intention et l'initiative de construction d'un comité, pas juste pendant la campagne électorale et pendant les élections, mais dans les luttes quotidiennes de notre classe, dans les luttes, les grèves, les mobilisations de la classe travailleuse tout au long de l'année. Notre idée, ce n'est pas uniquement de militer les élections, mais comme je disais, de militer toute l'année. Et on va profiter ce soir, comme Marino disait, du débat avec la salle. Donc n'hésitez pas vraiment à débattre et à échanger entre nous, parce que si vous êtes présents ce soir à venir ici, j'imagine que c'est parce que vous avez plein des initiatives, peut-être on partage les mêmes colères contre les systèmes et que c'est d'une façon collective qu'on s'organise pour renverser la situation et renverser les choses. Si on est content par nos initiatives collectives, nos initiatives militantes, on est quand même très préoccupé, triste et en colère si on regarde un peu ce qui se passe dans la situation internationale. Une semaine qui a été marquée, et en fait une situation internationale qui est marquée depuis quelques mois par les massacres en cours en Palestine, un gouvernement de Netanyahou et de l'État d'Israël qui mène une offensive génocidaire contre la population palestinienne depuis des mois, et en fait c'est une politique coloniale qui dure depuis des décennies et des décennies. Cette semaine, le massacre à Rafah et les images qu'on a pu tous voir, c'était vraiment une démonstration de cette politique impérialiste génocidaire d'un État qui en fait souhaite faire une épilation ethnique, effacer de la carte toute une population pour servir à des intérêts en fait capitalistes et impérialistes dans la région. Il y a près de 40 000 personnes qui ont été assassinées, qui ont été tuées, et il s'agit vraiment d'un génocide, et c'est pour ça qu'il faut les dénoncer comme ça. Je disais, c'est une politique qui sert aux ambitions colonialistes dans la région, et c'est pas que Netanyahou en fait les responsables. Il y a également une complicité des États impérialistes dans le monde, à commencer par Biden aux États-Unis et même par les gouvernements Macron en France. Un gouvernement Macron qui, depuis le 7 octobre, a voulu dire que tous ceux qui soutenaient le peuple palestinien, tous ceux qui s'opposaient à la guerre impérialiste et aux politiques génocidaires étaient des antisémites, étaient des soutiens du Hamas et des discours du genre, et qui a mené toute une offensive très répressive et très réactionnaire
contre tous ceux qui essayaient de faire des mobilisations, des manifestations, des rassemblements. Et une persécution spécifique envers les militants politiques et syndicaux qui se mobilisent en soutien à la Palestine. Il y a quelques semaines, il y a eu un rassemblement à la Sorbonne dans lequel près d'une centaine d'étudiants ont été mis en garde à vue par le gouvernement Macron avec une répression brutale et féroce contre la jeunesse qui s'organise contre les génocides. Et on a l'un de nos camarades qui en fait a été poursuivi par la justice et qui aura un procès bientôt, que c'est notre camarade Luigi, pour lequel en fait on se mobilise pour exiger sa relaxe et pour exiger également que tous les gens qui sont en ce moment mobilisés n'aient pas des sanctions pour exprimer ce qui nous semble normal, que c'est la solidarité avec le peuple palestinien face au massacre, à la barbarie et à cette politique génocidaire qui est en cours. Mais dans la situation internationale, s'il y a tous ces gouvernements capitalistes, impérialistes qui nous mènent à la guerre et à la destruction de la planète qu'on verra tout à l'heure, il y a également une jeunesse qui se mobilise. On l'a vu tous ces dernières semaines avec les étudiants aux États-Unis à l'Université Columbia qui ont commencé à organiser des actions, des mobilisations, des campements sur pas mal de facs au niveau international. On l'a vu aux États-Unis et également ici en France, à Sciences Po, à la Sorbonne, en Amérique latine, en Grèce, etc. etc. Et c'est cette force de la jeunesse mobilisée et des travailleurs aussi qui s'organisent, comme c'est le cas de nos camarades des soignants pour Gaza, pour lutter contre ces génocides. Donc on a à la fois la barbarie, mais on a également la possibilité des gens qui se mobilisent, qui se révoltent et qui s'organisent pour lutter contre les systèmes. Dans ce sens, cette semaine, il y a eu lundi soir des rassemblements massifs à Paris qui se sont poursuivis dans les jours après, mardi, mercredi, etc. Et même aujourd'hui, il y avait des actions alors que Netanyahou était invité à faire une interview à TF1. Donc si vous êtes ici ce soir, vous allez peut-être rater l'intervention de cette personne, mais je vous assure que les interventions que vous allez entendre ce soir seront meilleures, quoi. Donc voilà, dans ces climats de polarisation entre des attaques très très dures, mais également des réponses et des mobilisations de notre classe, et la politique réactionnaire de Macron et répressive qui pave la voie à l'extrême droite, on se retrouve dans cette situation des élections européennes dans laquelle, bon, vous avez vu sûrement les sondages qui donnent des scores très très favorables à l'extrême droite avec Bardella, Marion Maréchal et compagnie qui sont crédités dans les sondages. Après on verra dans les vrais résultats, mais des dizaines et des dizaines de voix très réactionnaires et une élection européenne dans laquelle l'extrême droite essaye de faire passer un discours réactionnaire, d'haine envers les migrants, et dans un contexte de montée généralisée de l'extrême droite dans plusieurs pays dans le monde, qui essaye de dire en fait que la faute de tous les problèmes ce sont les travailleurs immigrés et qu'il faudrait relancer des perspectives nationalistes pour la France contre ces travailleurs-là. Donc si nous on se présente à ces élections européennes, et vous avez peut-être entendu par mon accent que voilà, je ne suis pas un Français nationaliste. Dans notre liste, on a également des camarades des origines étrangères et on les revendique énormément parce que notre liste est une liste pour l'ouverture des frontières, pour l'accueil de toutes et tous et pour la régularisation des sans-papiers. Il y a un slogan qu'on revendique que c'est soit des papiers pour tous ou soit pas de papiers du tout. C'est pour ça que face à cette extrême droite qui s'est réunie récemment en Espagne, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu Vox qui a lancé une conférence internationale à laquelle des gens très sympathiques comme Marine Le Pen ou Javier Milei ont pu
participer. Donc face à cette extrême droite qui commence à gagner de la place au niveau électoral et médiatique, nous on considère qu'il faut dire tout le contraire, de faire vivre nos solidarités internationales, de revendiquer les luttes des travailleurs sans papier, et face à l'Europe forteresse qui chaque année nous montre des situations terribles, des gens qui meurent dans la Méditerranée en essayant de trouver un avenir. On revendique notre solidarité internationaliste. Il y a besoin aussi de construire une riposte internationaliste, et face à cette extrême droite, il y a urgence également de construire une extrême gauche, une perspective révolutionnaire, anticapitaliste, internationaliste, qui se fera dans la rue, dans les luttes de notre classe, et c'est pour ça qu'on vous invite à cette réunion, à voter pour cette liste, et également à s'organiser et à militer contre cette avancée réactionnaire. Merci. Merci Santiago. Donc Elsa. Oui, je parle avec celui-là. Oui. Bonjour à toutes et tous. Donc moi je suis Elsa, je travaille dans l'associatif où je suis déléguée syndicale, et donc j'interviens dans ce secteur. Je suis dans une asso de protection de la nature. Donc aujourd'hui on connaît un mouvement d'ampleur en Kanaki par les Kanaks qui se révoltent contre notre cher Macron, qui a une façon de discuter qui est un peu la sienne, c'est-à-dire il envoie les bulldozers, et puis après, il discute pas plus, il envoie l'armée. Voilà, donc ça s'est embrasé en Kanaki, et on se demande pourquoi il s'acharne autant sur la Kanaki. Je vais peut-être changer de micro parce que j'ai l'impression qu'il est là. Voilà. Donc en fait, les raisons pour lesquelles Macron il s'acharne sur la Kanaki, c'est que c'est une... C'est que le caillou dispose de 30% des réserves de nickel mondiales. Donc évidemment, c'est utile pour fabriquer des batteries de bagnoles électriques quand on est en compétition mondiale sur le sujet. Et ça sert aussi pour fabriquer de l'acier inoxydable. Donc en fait, ils se lancent dans une guerre, une guerre économique sur ce sujet-là. Et donc ils se sentent obligés de brutaliser les Kanaks pour obtenir cette ressource. Et ce que veut imposer le maire en Nouvelle-Calédonie, c'est donc c'est une exportation du minerai qui est un régime absolument colonial, c'est-à-dire qu'on va exporter du minerai brut et qu'on ne donne rien d'autre aux Kanaks que des conditions de travail dégueulasses. Parce qu'en fait, depuis 1998, le nickel, c'est censé être une compétence qui relève de la Nouvelle-Calédonie et pas de la France colonialiste. Donc ce nickel, il emploie un quart de la population de l'île, donc c'est vraiment énorme, et ils en sont... c'est une forme de dépendance, mais nous on pense que c'est à eux de gérer, c'est aux travailleurs de gérer leurs ressources eux-mêmes pour pouvoir s'en sortir. Donc quel impact a cette activité minière en fait en Nouvelle-Calédonie ? Ça fait que la Nouvelle-Calédonie rejette autant de CO2 dans l'atmosphère par habitant que les États-Unis. Donc évidemment ça a un impact direct sur la santé des gens qui vivent là. Et la théorie du ruissellement à la Macron en Nouvelle-Calédonie, c'est plutôt le ruissellement des eaux acides dans l'océan que le ruissellement économique. Parce que, pour vous donner un exemple, en 2014, il y a eu presque 100 000 litres d'acide chlorhydrique qui ont ruisselé en fait, dans l'océan, qui ont été dégagés par une usine qui en a rien à faire de polluer. Et malheureusement, c'est un endroit où les gens pêchent, et donc il y a eu des dizaines de milliers de poissons, voire plus, qui sont morts, et donc mettant en péril les gens qui dépendent de la pêche pour vivre. Parce que c'est quand même beaucoup, 5 000 litres d'acide chlorhydrique, tu peux dissoudre la tour Eiffel avec ça. Et en fait, les jeunes qui se sont révoltés pour dénoncer cette entreprise, ils ont pris cette entreprise Ballet, qui a aussi tué des centaines de personnes au Brésil avec des écoulements, avec la rupture d'un barrage qui a pollué 5 États du Brésil. Elle a écopé que de 2 000 € net, de
d'amende. Et par contre, les jeunes qui se sont révoltés contre cette entreprise, ils ont pris de la prison ferme. Donc voilà, aujourd'hui, c'est pas les capitalistes qui se sont envoyés en prison quand ils dégueulassent des États entiers, en fait. Et bon, voilà, maintenant qu'on a passé ce constat, comment nous on fait pour résister face à ces salopards, en fait, qui font des profits sans réparer la pollution qu'ils génèrent. Il y a une situation qu'on aime beaucoup au NPR révolutionnaire, c'est que l'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage. Donc ce qu'on propose, c'est la lutte des classes. C'est une proposition de Chico Mendes, qui était syndicaliste brésilien, assassiné par des capitalistes qui voulaient pouvoir couper les arbres de l'Amazonie tranquillement. Mais à cette réponse de la rue, parce que c'est une citation qu'on a beaucoup entendue dans la rue pendant les manifs pour le climat, il y a des gens qui se disent écologistes, comme Yannick Jadot, qui a dit moi en fait j'aime bien le jardinage. On te propose d'aller jardiner les anciennes mines de nickel de Nouvelle-Calédonie, parce que ça donne des paysages assez lunaires, et on va voir ce que ça donne. Donc on voit bien qu'aujourd'hui on ne peut pas faire du jardinage si on veut un monde sain, en fait, où on peut vivre sans se faire contaminer. Et donc pour ça il va falloir plus qu'une bifurcation comme nous proposent certains partis. Parce qu'aujourd'hui ce que propose la France Insoumise ou les écologistes, c'est de donner des subventions aux bons patrons qui prendraient des engagements écologistes. Sauf qu'on sait très bien qu'ils ne tiennent pas ces engagements parce que la seule chose qui les anime, c'est de faire du profit. Donc on ne peut pas compter sur eux, on ne peut pas corréler les subventions à ça. Sinon on risque de bifurquer dans le mur. Et nous on pense que pour ne pas changer notre monde en champ de mine, il y a urgence à agir pour l'écologie. Et ça implique un changement radical de société. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ça ? Nous, ce qu'on propose, c'est de prendre le pouvoir, enfin nous tous, c'est-à-dire les travailleuses, et on déciderait par nous-mêmes ce qu'on produit et dans quelles conditions. Parce qu'on veut produire du nickel en Nouvelle-Calédonie, et comment. Donc ça nous permettrait d'avoir un meilleur partage des richesses et de protéger les écosystèmes. Bon, à Montreuil, pour donner un exemple, on est près du périph' parisien, on subit la pollution de ces engins, et on pourrait, plutôt que de balancer des milliers de camions sur les routes, on pourrait transporter les marchandises par le fret ferroviaire, par exemple. Bon, je dis pas ça parce qu'on a un cheminot parmi nous et qu'on aime bien défendre l'emploi des cheminots, mais c'est le genre de choses qu'on pourrait faire si nous, demain, on était au pouvoir, quoi. Réorienter la production, réemployer les emplois vers une société plus écologiste. Donc en fait, de Montreuil en Kanaky, ce qui nous importe, c'est de dessiner par nous-mêmes. Ça vaut pour l'écologie, ça vaut pour bien d'autres sujets. Parce que, on a eu comme je vous le disais, Macron, il a une façon de discuter qui est un peu étrange, et dans un de ses derniers discours de cette année, il nous a parlé par exemple de réarmement démographique. Vous vous souvenez tous de cette petite séquence qui nous a tous fait un peu sursauter, quoi, parce que, c'est tout son gouvernement qui est dans la même vague. On a Darmanin, par exemple, qui s'est repenti, qui a dit que la manif pour tous, c'était derrière lui. N'empêche que la droite, elle s'est découvert une nouvelle passion, et il leur laisse bien le micro pour parler de ça, c'est les attaques contre les personnes trans. Donc avec la série de nouvelles lois que la droite essaye de nous faire voter, aux députés sur la transition des enfants. Mais pourtant, en 1917, ça commence à remonter, en Russie, pendant la Révolution russe, le changement d'état civil, il se faisait sur simple demande, en fait, pour les gens qui voulaient changer de genre. C'était pas le bazar qu'on a aujourd'hui. Et c'est étonnant, parce que c'était il y a un moment quand même. Mais voilà ce que peut produire une société qui a fait la révolution. Et parce qu'en fait, pour les capitalistes, les réactionnaires, les années de retard sur les mœurs, ils se comptent en siècles, en fait. Donc pour permettre de disposer de son corps pour l'avortement libre, gratuit, l'assistance médicale à la procréation, les transitions de genre, eh bien, il faut des moyens pour l'hôpital, parce que c'est pas tout aussi de le voter, c'est que derrière aussi, il faut assurer des moyens pour l'hôpital pour permettre de tous ces progrès. Et on sait aujourd'hui que, par exemple, pour la PMA, il y a des années d'attente, parce qu'il
il n'y a pas de place à l'hôpital et on gère les urgences, et encore. Donc aujourd'hui, on a vraiment l'impression d'être dans une machine à remonter le temps, quoi. Entre le maire, le ministre de l'économie qui lui manque plus qu'un fouet et un casque pour se faire passer pour un colonialiste du 19e siècle, et Macron qui joue les patriarches à nous dire qu'il faut réarmer la France et on croirait entendre Pétain, eh bien, jusqu'à preuve du contraire, ton utérus n'est pas la propriété des capitalistes français ou autres. Alors en fait, nous ce qu'on pense, c'est que pour les femmes, comme pour les personnes trans, comme pour l'écologie, il y a une urgence, et c'est celle de la révolution. Donc Damien, notre invité hors Montreuil, on va dire. Donc tu as la parole. Ok, bah salut à toutes et tous. Vous m'entendez bien si je parle comme ça sur le micro, c'est bon, ouais? Ok, super. Bon, bah je vais essayer de ne pas faire trop long parce que bon, le but c'est quand même un peu de discuter et puis on est en petit comité donc faut en profiter. Bah, moi je m'appelle Damien, je suis cheminot aiguilleur du rail sur la région lilloise et donc je fais partie de cette fameuse liste pour un monde sans frontières ni patron, urgence révolution. Bon, ce qui est quand même tout un programme. Alors c'est vrai que là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a les traits un petit peu tirés, nous toutes et tous, parce qu'on se donne quand même un peu à fond pour cette campagne. Là, c'est un peu les 3-8, mais pour une fois, ce n'est pas pour le boulot, c'est plus pour défendre nos idées révolutionnaires, voilà, dans la rue, sur les marchés populaires, dans les usines, dans les entreprises, dans la jeunesse, etc. Bon, dans le plus d'endroits possible. Donc ça demande beaucoup d'efforts, mais franchement, les camarades l'ont déjà dit avant moi, mais j'insiste un peu dessus, on est quand même vachement fiers de ce qu'on est en train de faire, quoi. Parce qu'on présente une liste de 81 personnes, des travailleuses, des travailleurs, des jeunes, et c'est quand même pas tout à fait rien dans ce pays où du soir au matin on nous serine d'adages sur tous les plateaux télé, comme quoi il faudrait baisser la tête et que sais-je encore, de pouvoir un peu faire ce petit geste qui permet de donner une expression politique à sans doute une colère que peut-être vous percevez autour de vous, comme vous-même vous avez en vous d'ailleurs, et envie de l'exprimer. Bon. Alors voilà, on fait ça, on se présente à cette élection, et d'une certaine manière, ce qui est quand même intéressant entre guillemets dans cette espèce de jeu électoral, c'est que parmi ces 37 listes qui se présentent, et donc parmi lesquelles nous sommes, et on se retrouve un peu sur la même ligne de départ, hein, pour savoir un petit peu qui c'est qui devrait mettre en avant le meilleur programme pour la société. Alors, c'est un peu formel évidemment, parce que dans la réalité, on est quand même loin d'être à égalité avec les autres, on n'a pas les mêmes moyens financiers, évidemment, on n'a pas le même accès aux médias, et donc, on fait avec les moyens du bord. Bon. Alors, juste pour commencer un peu à ajouter des choses à ce qu'ont dit mes camarades juste avant, mais je repars de l'espèce d'ignominie que Santiago soulevait sur ce qui se passe ce soir à la télé, avec Netanyahou qui fait quand même le 20h de TF1. Voilà, c'est ça aujourd'hui, les valeurs de la classe dirigeante, du monde médiatique, de tous ceux d'en haut, c'est de donner la parole à des gens qui sont des criminels de guerre, qui sont poursuivis par un mandat d'arrêt international, par la Cour pénale internationale. Donc c'est même pas juste nous qui avons envie de nous exciter un petit peu sur ce génocidaire, non, c'est les grandes chaînes de ce pays qui donnent la parole à cet individu. Tous ceux qui nous accusaient d'apologie du terrorisme pour essayer de faire taire la solidarité avec la Palestine, eh bien ils organisent ce soir l'apologie du génocide en direct sur les plateaux de télé. Bon. Et ça c'est quand même absolument dégueulasse. Et c'est un peu illustratif d'une certaine manière du monde dans lequel on vit. Avec d'un côté, ceux d'en haut qui se permettent ce genre de choses, et puis de l'autre côté, ceux d'en bas qui quand même ne se laissent pas faire. Parce que, je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux ou sur vos portables là, mais voilà, devant TF1, au moment où on parle, en ce moment, il y a une manifestation qui est en train de se mettre en place pour protester contre ce qui est en train de se passer. Bon oui, c'est ça, on pense, la voie à suivre. Et cette manif, elle est à l'image quand même de tous ces manifestants, ces centaines, ces milliers. À Lille, on en a eu, à Paris, pas plus tard que depuis lundi, ça déferle un petit peu dans les rues. À Marseille, où il y a des dizaines de milliers de personnes aussi. Et puis partout dans le monde, aux États-Unis, les étudiants qui ont commencé à occuper les campus américains, etc. Bon voilà, il y a quand même toute une société, tout un monde d'en bas, comme nous on aime à l'appeler, qui ne se laisse pas faire par rapport à ça et qui a un peu envie d'autre chose. Bon, ce qui se passe à Gaza, je ne vais pas revenir beaucoup dessus, surtout que les camarades l'ont déjà évoqué. C'est quand même malheureusement pas isolé, hein. Les conflits armés sont en train de se multiplier sur la planète, au Congo, au Soudan,
je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a aussi un risque de génocide sur place, où la révolte populaire de 2019, qui avait réussi à chasser le pouvoir en place, elle a été transformée progressivement en guerre civile contre la population elle-même par les deux chefs de guerre et puis surtout les alliés qu'ils ont sur place, qui sont derrière eux et qui sont à deux doigts qui commettent en fait en ce moment des massacres. Et nous, ce qu'on tient à dire aussi dans cette campagne, c'est que ça donne aussi servir de leçon tout ça. Parce que évidemment, il y a de quoi être, je sais pas, les mots, d'une certaine manière, j'ai pas besoin de surenchérir dans le vocabulaire sur le caractère absolument révoltant de tout ce qui se passe. Je pense que si on est là ce soir, c'est qu'on l'éprouve tous d'une manière ou d'une autre. Mais ça doit nous servir de leçon parce qu'en réalité, voilà ce qu'ils sont prêts à faire pour maintenir l'ordre impérialiste et l'ordre capitaliste sur cette planète. Ils sont prêts à commettre des génocides. Ils sont prêts à massacrer des peuples entiers par paquets de dizaines de milliers. Et ça, c'est quand même un peu une leçon de choses dont il faut qu'on tire un peu des enseignements si on ne veut pas la payer en permanence avec le prix du sang des peuples et des travailleurs de cette planète. Je dis ça parce que, en fait, on se rend compte un petit peu aussi que toutes ces institutions internationales, l'ONU, le droit international, même cette Cour de justice internationale, dont quand même beaucoup peut-être pouvaient penser qu'elle permettait un certain ordre qui permettait de garantir une certaine forme de paix. On nous disait, allez, on a eu 2 guerres mondiales, c'est terminé maintenant, le monde s'est stabilisé. Eh bien tout ça c'est quand même du bluff. Voilà. C'est ça qu'il faut quand même qu'on comprenne. Et que c'est pas l'ONU, c'est pas ces résolutions, c'est pas le droit international qui nous sortiront de ces affaires-là. En fait, les puissances impérialistes, elles ne comprennent que le langage de la force brute. Et nous, il faut qu'on soit capable de parler le même langage en réalité, le langage du rapport de force. Et c'est pour ça qu'on place notre espoir dans les révoltes populaires par dizaines de milliers, par centaines de milliers, par millions même. C'est parce qu'on a besoin d'un rapport de force qui vienne s'exprimer par en bas pour essayer de foutre en l'air toute cette société. Bon, je ne développe pas sur un peu le reste de cette situation internationale. La Kanaki, comme Elsa l'exprimait juste avant moi, où c'est quand même la France qui directement, comme puissance coloniale, vient, je sais pas, faire tout ce que n'importe quel dictateur ferait sur cette planète. Hein. Ils suppriment TikTok, ils envoient le GIGN et le RAID pour quand même tuer des gens. Hein. Les militants kanaks sur place, ils dénombrent à peu près déjà une trentaine de morts et des centaines d'arrestations face à leur révolte. Voilà un peu ce que fait le gouvernement français. Ce même gouvernement, et j'en dis un mot quand même, qui prétend, malgré ce qu'il fait partout dans le monde, le soutien à l'État d'Israël, la répression en Kanaki, qui prétend avoir quelque chose à faire du sort du peuple ukrainien. Ça, c'est quand même la plus belle hypocrisie qu'on ait quand même jamais entendue. Un Macron qui dit que là, par contre, en Europe de l'Est, il est prêt à défendre la liberté d'un peuple et à se soucier de ce peuple ukrainien qui est envahi par l'armée de Poutine. Eh bien, nous, on pense que tout ça, c'est de l'hypocrisie. Et c'est pour ça que, parce qu'évidemment ce peuple ukrainien il s'en cogne comme de l'an 40, c'est pas ça qu'il a en tête Macron, c'est pas ça qu'ils ont en tête Biden quand ils arment et qu'ils fournissent des armes à Zelensky. C'est pour ça que nous on dit que ce peuple ukrainien qui est victime de cette agression russe depuis 2022, il n'a aucune raison de faire confiance à ceux qui prétendent aujourd'hui être ses meilleurs alliés. Et d'ailleurs, on ajoute même qu'il n'a aucune raison de faire confiance à un Zelensky, président de l'Ukraine aujourd'hui, qui sur place prétend lutter pour défendre la nation ukrainienne, mais qui au passage en profite pour s'attaquer au code du travail et qui agite en permanence un chauvinisme ukrainien en faisant interdire par exemple de parler russe en Ukraine, alors qu'il y a plein de familles qui parlent russe parce que ça fait des dizaines d'années que les peuples russes et ukrainiens sont en réalité mélangés. Donc voilà un petit peu ce qu'on tient à dénoncer dans cette campagne, et c'est vrai que c'est un petit peu nouveau d'une certaine manière, nouveau je sais pas, mais cette tonalité guerrière aux européennes. C'est vrai que moi, j'allais dire je suis plutôt jeune, je suis pas forcément déjà si vieux que ça, mais il y a quelques années, quand c'était l'élection européenne, on nous vantait la construction européenne comme étant le meilleur facteur de paix en réalité. On nous disait, oui, l'Union européenne, elle s'est construite pour permettre la paix entre les peuples, pour permettre qu'il y ait une harmonie, etc. Et aujourd'hui, on nous appelle à voter pour ces élections européennes, pour se préparer à la guerre qui menace avec l'augmentation des budgets militaires, avec la mise au pas de la jeunesse, avec le service national universel, pour que tout le monde soit bien encaserné comme il faut. Bon. Ça, c'est quand même une petite indication de l'atmosphère qui est en train de se répandre par tous les pores de la société. Voilà le monde que les gouvernements comme Macron et sa candidate Ayer tentent de nous construire.
Alors, l'alternative qu'on nous vend à longueur de plateau télé et à longueur de sondage, ça serait Bardella et le Rassemblement national. Vous savez, on nous dit c'est le duel Attal contre Bardella, Ayer contre Le Pen, etc. etc. En fait, bon, nous en guise de duel, on voit plutôt un duo et une belle danse à deux qui est en train de se mener. D'ailleurs, pas que sur les plateaux télé, mais aussi dans les politiques qui sont mises en œuvre. Parce que, quelle différence, au fond, aujourd'hui, entre l'extrême droite qui veut remplacer Macron et un Macron qui applique la politique de l'extrême droite quand il est au pouvoir. Il n'y a pas plus tard qu'en janvier ou février dernier, si je me rappelle bien, c'est bien Macron et son gouvernement qui ont fait voter une nouvelle loi dite immigration avec les voix du Rassemblement national qui se veut de plus en plus dur avec les immigrés. Et puis le Rassemblement national, Bardella lui-même, c'est quoi l'alternative qu'ils vont proposer? Bon, eux qui n'arrêtent pas d'essayer de draguer à longueur de temps les milieux d'affaires, comme ils disent, le patronat français. Chaque fois qu'ils se rendent dans des salons avec la CGPME, avec le MEDEF, etc., ils veulent donner des gages de respectabilité à tel point que les milieux d'affaires les reconnaissent maintenant comme vraiment des leurs. À tel point que la présidente d'un think tank patronal déclarait pas plus tard qu'il y a quelques mois que c'est bien, on s'est mis d'accord avec le Rassemblement national puisqu'ils sont d'accord comme nous pour ne pas augmenter le SMIC parce que ça risquerait de comprimer un petit peu tous les salaires. Bon, voilà, donc effectivement, oui, entre bons voisins, patronat, grand patronat et extrême droite qui prétend vouloir être une alternative à Macron, eh bien on finit par se ressembler. Alors l'autre alternative, ça serait la gauche. Bon, alors c'est vrai que dans ces élections européennes, elles se présentent en ordre complètement dispersé. Bon, il y avait la NUPES aux législatives, à croire que finalement cette alliance, elle ne leur servait qu'à obtenir quelques places de députés, parce qu'au final, sur les principes politiques, dès que les questions un peu urgentes de l'état du monde se sont invitées dans la campagne, eh ben, un Glucksmann et le Parti Socialiste, un Fabien Roussel et son candidat De Fontaine ont immédiatement voulu donner des gages de respectabilité aux yeux de la classe dirigeante et du monde médiatique. Alors il reste la France insoumise qui, c'est vrai, il faut le dire, dans cette élection, à force de se faire taper dessus par quand même toute une partie de ce monde-là, finit par apparaître comme une espèce d'opposition à tout ça. Mais est-ce que c'est une vraie opposition et surtout est-ce que le changement qu'ils nous proposent est une véritable perspective? Nous on pense que pas tellement, parce que c'est jamais que la remise au goût du jour d'une vieille rengaine, d'une vieille illusion que la gauche prétend incarner depuis maintenant des dizaines et des dizaines d'années. Celle du votez pour nous et on va se charger du reste et vous verrez tous les problèmes seront enfin réglés. C'est pas nous qui le disons, c'est même Mélenchon lui-même qui dit que cette européenne, c'est jamais que le premier tour de l'élection européenne de 2027, à savoir la construction d'une alternance pour dans 3 ans. Dans 3 ans, quand il y a quand même des centaines de milliers de gens dans ce pays qui le 10 du mois sont déjà dans le rouge. Bon, alors quoi, il faudrait être patient pour voir enfin nos vies changer et qu'on ne soit pas trop pressé. Nous, on pense qu'il y a autre chose à faire dans cette élection et que c'est possible d'exprimer ce qu'on tente de faire, c'est-à-dire un autre programme politique, une autre perspective politique pour les travailleurs et les travailleuses. Alors, le nom de notre liste, pour un monde sans frontières ni patron, en fait, ça met un peu les pieds dans le plat d'une certaine manière sur qu'est-ce qu'il nous faudrait. Bon, pour l'avoir un peu testé là, dans le cadre de cette campagne, dans la discussion avec tout un tas de gens, peut-être avec vous qui avez entendu ce nom-là, qui peut-être vous êtes senti interpellé, vous nous direz dans la discussion. Mais c'est vrai que au moins ça change quoi. Ça change des slogans déjà un petit peu creux que vous pouvez voir sur tous les panneaux électoraux de la France de je sais pas quoi, le retrouver des sports. Bon, ok, d'accord, merci bien. Et puis on essaye de dire un petit peu quelque chose quoi. Parce que c'est pas juste quelque part un slogan, c'est en fait tout un programme qu'on a envie de dérouler. Alors, un monde sans frontières, bon, qu'est-ce que ça veut dire un petit peu concrètement? C'est une manière déjà pour nous de dire que, contrairement à ce que tous nous disent du soir au matin sur les plateaux télé, dans toute leur propagande électorale, que les étrangers, c'est pas nos ennemis, voilà. Et que les frontières, c'est là pour nous diviser. Toute cette propagande, tout ce déferlement raciste qui vient en fait d'en haut, des hautes sphères de la société, on pense que c'est quand même un sacré tissu de conneries démagogiques. Déjà, être immigré en France, c'est le parcours du combattant. Pas plus tard qu'en décembre dernier, là à Paris, vous avez peut-être suivi ça un peu de près, le gouvernement il a ordonné l'évacuation d'un camp de migrants. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, on entend ça à la télé, ça y est, ils ont évacué un nouveau camp. Bon, au final,
c'est presque comme si on finirait par s'habituer. Mais ça veut dire quoi, évacuer un camp? En fait, évacuer un camp, ça veut dire envoyer les flics au petit matin pour lacérer à coups de couteau toutes les tentes dans lesquelles les gens y dorment. Ça veut dire confisquer toutes les affaires, violenter tout le monde pour les pousser à fuir. Et il y a des ordres qui ont été donnés qui sont clairs et qui vont même jusqu'à interdire de donner de l'eau aux bébés et aux nourrissons qui sont sur place pour justement faire fuir les gens par la peur. Et ça, c'est pas exceptionnel, hein, ce genre d'opération. En 2020, sur la seule commune de Calais, dans le nord de la France d'où je viens, il y a eu 950 opérations d'expulsion de migrants de ce type. Être immigrant en France, c'est aussi occuper les boulots les plus pénibles, les plus précaires. Par exemple dans le bâtiment, où il faut porter les sacs de ciment sans ascenseur dans les immeubles qui sont encore en construction. Dans les champs, en récoltant le raisin dans l'est de la France, où c'est quasiment que des travailleurs sans papier qui s'en occupent, raisin qui sert à produire le champagne qui lui est bu par tous les grands de ce monde. Dans l'aide à domicile, à prendre soin des anciens, parce qu'il n'y a plus aucun service public digne de ce nom qui est capable de le faire, comme le disait Elsa. Et puis alors, vous avez sans doute pas échappé à vous qui habitez en région parisienne, mais il y a un petit truc qui se prépare pour cet été. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe, là, un truc un peu sportif, etc. Bon, évidemment, je parle de la grande messe des JO, hein, donc je ne sais pas si vous avez prévu d'y participer avec le ticket de métro qui va passer à 40 € bientôt. Mais en fait, tout ça, toute cette grande messe qu'on nous prépare, ça n'existerait pas en fait sans le travail des travailleurs immigrés. Il n'y aurait pas un stade qui pourrait sortir de terre par je ne sais pas quelle opération magique s'il n'y avait pas les travailleurs immigrés pour le construire. Mais en fait, c'est valable dans tous les secteurs de la société, parce qu'il n'y aura pas d'hôpitaux non plus. En France, il y a 10% des médecins qui sont étrangers. Il n'y aura pas de train non plus. Moi, la SNCF où je travaille, dans le technicentre, c'est-à-dire les centres de maintenance des trains qui servent à réparer les trains pour ensuite les faire circuler, on travaille avec des collègues qui sont afghans, par exemple, qui viennent d'Afghanistan, qui viennent d'Europe de l'Est. Bah oui, parce que c'est ça, la classe ouvrière, on est toutes et tous mélangés. Alors tous ceux qui veulent nous diviser à coup de discours sur les minorités parasites, sur ceux qui viennent voler notre travail et que sais-je encore dans les discours racistes, on n'a qu'une chose à dire, c'est que c'est quand même eux, les minorités parasites de ce pays, eux qui nous pompent toutes les richesses sur le dos et qui en plus se permettent de tenter de nous diviser. On se bat pour un monde sans frontières, c'est aussi parce qu'il y a une petite musique, le nationalisme dont Santiago parlait, qui commence à revenir un peu par tous les bouts. Par le bout de l'extrême droite et de la droite, bon, à la limite, on n'est pas trop surpris, mais aussi par le bout de la gauche, qui nous encourage en permanence, avec De Fontaine, le candidat du PC et d'autres, à vouloir nous protéger de la concurrence étrangère qui viendrait voler les emplois des Français. En fait, cette petite musique, elle est absolument dévastatrice pour les travailleuses et les travailleurs. On pense que le produire français, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est un véritable piège. Vous savez, on nous vend que les relocalisations, donc le fait de faire rapatrier les moyens de production en France, et donc, pourquoi pas, oui, créer des emplois en faisant ça, ce serait l'avenir pour s'en sortir face au chômage. Mais en fait, tout ça, c'est un petit peu du bluff. Déjà parce que les relocalisations, ça existe déjà. Je vous donne juste quelques exemples, parce que les patrons, ils passent leur vie à ça, en fait, à déplacer les usines d'un bout à l'autre. Il y a eu à Vienne, dans l'est de la France, une usine de construction de boîtes de vitesse qui a fermé, dont la production a été relocalisée à PSA Valenciennes, donc une usine qui est dans le nord de la France, près de chez moi. En Espagne, il y a l'usine Opel Mocha qui a fermé et sa production a été relocalisée à l'usine PSA Poissy, donc en région parisienne. Dans ces deux cas, il n'y a eu strictement aucun emploi, zéro emploi qui a été créé à l'issue de ces relocalisations. Pourquoi ? Parce que le but, c'est pas de créer des emplois. Le but, c'est de foutre au chômage les travailleurs sur place et de faire bosser 2 fois plus les travailleurs ici. Et oui, c'est comme ça que ça fonctionne, l'économie capitaliste. Et d'ailleurs, il n'y a même pas besoin, il n'y a pas toujours besoin de déplacer tout ça d'un pays à l'autre. Parfois, ça serait même au sein de régions françaises à régions françaises. Par exemple, moi je me souviens, il y a 2 ans à peu près, il y avait l'usine Renault Maubeuge. Donc Renault, grande marque française, qui a une usine implantée à Maubeuge. Donc c'est dans le nord de la France, près de chez moi. Je ne sais pas si vous connaissez cette géographie-là, c'est peut-être des petites villes. Mais c'est une usine de 5000 ouvriers. Et il y a 2 ou 3 ans, ils voulaient délocaliser la production de Maubeuge à Douai, c'est-à-dire à exactement 30 km de là. C'est exactement comme si on avait une usine à Montreuil et qu'on voulait envoyer la production à Nanterre, à l'autre bout de la région parisienne, à 30 km de là. C'est ça que les patrons ils font de temps en temps. C'est même pas besoin d'aller chercher la concurrence étrangère jusque en Europe de l'Est, en Pologne ou je sais pas quoi. Non, il suffisait de délocaliser à 30 km. Pourquoi ? Pour réimplanter une usine
retoucher toutes les subventions publiques que les conseils régionaux votent à longueur d'années, de mois pour attirer l'emploi chez eux plutôt que dans la région d'à côté, etc., etc. Alors c'est quoi ces discours de protectionnisme? C'est-à-dire quoi, qu'on va mettre des frontières pour se protéger des délocalisations de Maubeuge à Renault, de Maubeuge à Douai, de Montreuil à Nanterre? C'est ça le monde qu'ils veulent nous construire, c'est des frontières un petit peu partout. Enfin, on voit bien un peu l'absurdité de ce genre de raisonnement, et c'est pour ça que nous, on tient à s'y opposer. On tient à dire en fait que ce qui détermine l'existence d'emplois ou non, c'est pas l'implantation géographique des usines, c'est le rapport de force qu'on est capable de créer face au patronat dans l'exploitation qui veulent nous mener de plus en plus acharnés. Alors voilà pour un monde sans frontières. Et un monde sans patron, je vais essayer de ne pas faire trop long. Un monde sans patron, bon déjà évidemment parce qu'on les aura un petit peu moins sur le dos, et franchement je ne sais pas pour vous, mais moi ça me ferait déjà du bien. Mais aussi parce que c'est quand même eux qui posent le plus gros problème dans cette société. Le grand patronat. Un grand patronat qui est archi bénéficiaire en ce moment, archi bénéficiaire, et gavé d'argent public. Et qui pourtant se permet, à l'instant où on parle, de licencier par dizaines de milliers. IBM, Disney, Monoprix, Casino, Sanofi, Valdune, ExxonMobil, Duralex, Ascométal, Orange, Air Liquide, MA France, Thales. Bon, je ne fais pas la liste plus longue que ça. Ça, c'est le nom de toutes les entreprises qui font des profits en France et qui licencient en ce moment même. La CGT estime actuellement à peu près 30 000 licenciements directs qui sont en train de se produire et 60 000 suppressions de postes avec les emplois induits chez les sous-traitants qui se passera demain. Donc en fait, c'est une véritable saignée en fait, dans l'emploi de la classe ouvrière en France qui va précariser des milliers de travailleurs. Et face à ça, qu'est-ce que fait le gouvernement? Est-ce qu'il essaye de s'en prendre à ces groupes qui font des profits, je le répète? Est-ce qu'il essaye de voir pour retrouver dedans? Il fait une réforme de l'assurance chômage. Vous avez vu la énième réforme de l'assurance chômage. C'est un peu comme les lois immigration. On les entasse de plus en plus. Pourquoi? Pas pour lutter contre le chômage. D'ailleurs, pas plus pour lutter contre les immigrés. Non, on les entasse pour lutter contre nous tous, contre nos conditions de vie et d'existence. Pour durcir tous ces critères-là et faire qu'au final, pour un emploi disponible, on soit 10 à vouloir se jeter dessus. Parce que on crève la dalle en fait quand on est au chômage et que les indemnités elles ont baissé, qu'on peut même plus les toucher parce qu'on n'a pas bossé assez, etc., etc. Et ça, oui, ça va dans le sens de ce que veut le patronat. En fait, il ne s'attaque pas au chômage, il s'attaque aux chômeurs. Et nous, face à ça, oui, on nous pose des choses radicalement différentes. Le partage du travail entre tous sans perte de salaire. Parce que oui, il n'y a pas de raison, alors que la productivité du travail a augmenté de manière énorme ces dernières années, juste un chiffre quand même, mais aujourd'hui, en France, la productivité du travail a augmenté de plus de 80% par rapport aux années 50. C'est-à-dire qu'un ouvrier en France produit 80% plus à temps de travail égal qu'en 1950. Bon, vous avez remarqué que ce n'est pas vos salaires qui ont augmenté de 80% entre-temps. Bon, alors cette productivité, elle est partie où? Elle est partie, dans l'accumulation de profits pour une petite minorité. Eh bien, tout cet argent-là pourrait être utile à la société, en partageant le travail entre tous, en permettant à tous d'avoir un salaire convenable, décent, pas un salaire en dessous de 2 000 € par mois, c'est ça qu'on a envie de dire aussi dans cette campagne pour s'en sortir. Parce qu'en fait, il y a largement les moyens de permettre ça. D'ailleurs, la réforme de l'assurance chômage, c'est de nouveau, encore une fois, l'occasion de taper sur les assistés. Ceux qui profitent des aides et qui foutent rien et tout. C'est vrai qu'il y a des assistés dans ce pays, mais vous me voyez venir. C'est pas ce qu'on pointe sur les plateaux télé, non, c'est le patronat. Le grand patronat. Et pas qu'un peu d'ailleurs en termes d'assistanat. Parce que le montant des subventions publiques, des aides directes ou indirectes de l'État chaque année aux entreprises, il est de 200 milliards d'euros. Je ne sais même pas si le chiffre il vous dit quelque chose, parce qu'à ce niveau-là, c'est des trucs, ça nous passe au-dessus de la tête. Ce n'est pas des choses avec lesquelles on a sur nos comptes en banque. Vous voyez, peut-être on ne se rend même pas compte de ce que ça veut dire. 200 milliards d'euros de subventions publiques au patronat. Vous ajoutez à ça les 140 milliards d'euros de bénéfices du CAC 40. Bon, voilà, on pourrait jongler avec tous ces chiffres-là pendant encore longtemps, mais tout ça pour dire que de l'argent, il y en a. De l'argent, il y en a dans les caisses du patronat pour faire fonctionner la société bien différemment. Et si ceux qui dirigent cette société, ils ne sont pas capables d'assurer les conditions de vie et un avenir correct, qu'ils passent la main tout simplement. Et oui, nous pensons, nous avons la prétention et l'assurance même que les travailleurs, nous avons les moyens de faire tourner les choses de la bonne manière, en fonction de l'intérêt général
et non de l'intérêt d'une petite minorité. Comment faire ça? Il faudrait commencer par exproprier tous ces grands groupes capitalistes qui, pour rendre justement cette propriété des moyens de production à la société tout entière, en les transformant en propriété collective sous le contrôle des travailleurs. Alors ça peut paraître un peu un slogan un peu lointain, peut-être un peu rêveur, mais bon, nous, ça ne nous dérange pas de rêver un petit peu, parce que dans ce monde, il faut aussi pas s'en empêcher pour parfois sortir de l'étouffement que cette société nous propose. Mais en fait, on pense aussi que c'est pas si lointain que ça, en fait, au final, ce genre de perspective. Parce que les choses, parfois, elles peuvent aller vite et très très vite. Autant vous dire que pour nous, on n'attend pas un tel changement, l'expropriation de tout le monde capitaliste, d'institutions un peu pantouflardes comme le Parlement européen ou même l'Assemblée nationale en France. Non, de ces choses-là, on n'attend vraiment strictement rien. En fait, on mise sur les luttes de masse. Quand les explosions sociales de millions d'exploités, elles viennent surgir d'un coup, sans crier gare, et elles viennent rendre crédibles, pour le coup, possibles des solutions qui encore hier paraissaient complètement démentielles. En fait, dans ces moments-là, on devient une force collective, une force de coercition contre le pouvoir actuel, pour ensuite devenir un pouvoir nous-mêmes dans la société de demain. Et c'est vrai que c'est aussi dans ces moments-là qu'on pense qu'il y a besoin de révolutionnaires. Peut-être que dans les élections, on a l'impression de jouer petit jeu face à tous ces grands partis bourgeois, et peut-être que le score électoral traduira cette réalité-là. Mais en réalité, sur un autre terrain, oui, il y a besoin des révolutionnaires pour passer des révoltes à la révolution et faire que les perspectives, on arrive à les faire entendre. Alors, je finis juste sur un mot sur le sens un peu de cette campagne, du vote pour notre liste. Je voudrais quand même présenter, parce que pour nous c'est un peu tout un programme cette liste, présenter nos têtes de liste, parce qu'on est 80 sur la liste, je ne vais pas pouvoir le faire pour les 81 personnes que nous sommes, parce que c'est un petit peu trop long, mais au moins nos deux têtes de liste. Gaël Kirand, qui est postier licencié d'ailleurs, pour tous les combats qu'il a menés à la Poste. Et en fait, je choisis toujours cet exemple-là parce que pour moi il est illustratif. Il est licencié à la Poste et pourtant il est syndicaliste à la Poste. C'est-à-dire qu'il a réussi à continuer à militer à la Poste et que le caillou dans la chaussure du patronat de la Poste, il est toujours là, malgré l'acharnement judiciaire et répressif qu'il a subi. Et c'est un peu ça aussi qu'on a envie d'incarner de manière collective, cette petite étincelle dont ils n'arriveront jamais à se débarrasser parce qu'on veut toujours être là et qui existe de partout, ce caillou dans la chaussure que sont en fait la conscience et les luttes des travailleurs dans cette société. Et puis Selma Labib, qui est une jeune de 28 ans, conductrice de bus à la RATP et qui, en ce moment même, le hasard fait parfois bien les choses, est en grève un jour sur deux quand elle n'est pas en campagne en train de faire des meetings, en lutte avec ses collègues de la RATP pour des augmentations de salaire pour tous et qui, quelque part, incarne, vous le verrez j'espère en venant au meeting qui se tiendra la semaine prochaine en région parisienne, incarne un peu toute la colère et toute la révolte d'une jeunesse travailleuse qui en a ras-le-bol de vivre dans cette société capitaliste et qui aspire à un tout autre monde. Alors voilà, je finis juste sur une phrase pour conclure et puis voilà, place à la discussion et vous nous direz ce que vous pensez de tout ça. Mais en fait, nous, c'est vrai qu'on pense que ce qui comptera vraiment dans cette affaire-là, c'est peut-être pas tant le 9 juin, le jour du vote, que le 10. Le moral qu'on aura le 10 juin. Et peut-être que, voilà, avec le score que risque de faire l'extrême droite, etc., on va pas se mentir, on va en discuter sérieusement, peut-être que le moral ne sera pas forcément au rendez-vous. Et on pense qu'on peut être un bon regain d'énergie, un bon regain au moral, si on arrive à créer la surprise dans cette élection. Parce que oui, un score pour l'extrême gauche révolutionnaire, et nous on additionnera les voix que feront Lutte ouvrière, les camarades du Parti des travailleurs et notre liste, une surprise politique avec des dizaines de milliers, des centaines de milliers, et puis pourquoi pas des millions de voix pour les révolutionnaires. Oui, ça nous donnerait le moral pour dès le 10 attaquer la séquence qui va suivre avec quand même un petit peu de baume au cœur. Pas se regarder les pompes le lendemain des élections en disant merde, qu'est-ce que c'est que cette société, allez je rentre chez moi. Mais non, se regarder dans le blanc des yeux et puis regarder les patrons en face en leur disant tu vois derrière moi, il y en a quand même un sacré paquet qui ont voté pour ces idées-là. Et ça va nous donner confiance et c'est pour ça qu'on tient à dire que oui, il faut voter et faire voter autour de vous pour cette liste LPA révolutionnaire parce que c'est le meilleur moyen de préparer l'avenir. Voilà, je vous remercie. Merci Damien. Je vais faire le micro. Comme promis.